Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat avec aujourd'hui un invité exceptionnel, François Hollande, et un livre aussi singulier puisqu'il s'agit d'un album jeunesse. Pourquoi leur état, Monsieur le Président? Pourquoi avoir décidé de vous adresser aux jeunes et d'ailleurs aussi aux moins jeunes? Bonsoir. Je n'avais pas prévu de faire des livres pour la jeunesse. J'avais ce souhait de faire un livre sur ce qu'avait été mon mandat, de donner mon expérience. Et puis un jour, les éditions Glénat, Maureen Dore, sont venus me voir et m'ont dit « Mais non, nous avons besoin qu'un ancien président qui a exercé les plus hautes fonctions dans l'État ou dans la République puisse répondre à toutes les questions qu'un enfant aurait envie de lui poser pour comprendre dans quelles institutions cette génération va vivre et quel État aujourd'hui est à leur disposition. » Alors, j'ai fait cet exercice en n'imaginant pas la difficulté que représente ce travail de description de ce qui pour nous est l'évidence. C'est quoi la République? C'est quoi la nation? C'est quoi la démocratie? Et l'État, qu'est-ce que c'est exactement? Donc j'ai voulu être le plus simple possible sans être le plus simpliste. Et lorsque c'était trop compliqué, Maureen Dore me ramenait à une forme de réalité. C'est-à-dire, si, elle disait, je n'ai pas compris moi-même, comment voulez-vous que les enfants puissent accéder? Et c'est là que j'ai découvert que même les parents avaient besoin de cette information, de ce témoignage, et que ça ne devait pas se faire sous une forme péremptoire, un ancien président qui livre sa science ou son expérience, mais que ça devait être aussi illustré. Et c'est là que le travail de la dessinatrice a été tout à fait remarquable pour permettre que la lecture soit facile, soit simple et soit quand même amusante au sens qu'elle attire la curiosité. La dessinatrice, c'est Laure Monomou. Monsieur le Président, qui vous a enseigné la République? Justement, enfant ou adolescent, je m'étais formé moi-même, grâce, il faut le dire, à des discussions que j'entendais dans mon milieu familial, des idées qui n'étaient pas forcément celles que j'aurais moi-même à défendre, mais ça parlait politique. Or, c'est très important dans une famille que les enfants soient éclairés par des discussions, par des passions quelquefois, pour étayer leur curiosité. Mais aujourd'hui, c'est pas évident dans beaucoup de familles que la politique, la question institutionnelle, l'État soit abordé. On conteste, on revendique, mais on ne donne pas un éclairage. Puis c'est devenu beaucoup plus compliqué. Les institutions, c'est plus simplement le président de la République, le gouvernement, le Parlement. C'est aussi les collectivités locales, les contre-pouvoirs, le Conseil constitutionnel, voire l'Europe qui aujourd'hui interviennent. Donc, être amené par moi-même à dénouer cette complexité et à me dire, aujourd'hui, en tant que jeune, qu'est-ce que je voudrais savoir et qu'est-ce que je pourrais comprendre? Il y a un chapitre qui résonne de manière particulière dans ce livre en ce moment, Monsieur le Président, c'est l'État pour protéger, avec différents types de dangers, dangers sanitaires, dangers terroristes. Qu'en pensez-vous? La première fonction de l'État, c'est d'assurer la sécurité des citoyens. L'État s'est installé d'ailleurs dans l'histoire de notre pays par cette légitimité-là. Je vous assure, je suis monarque, je vous assure la sécurité. Ensuite, la République a eu à prendre cette responsabilité d'assurer une sécurité globale, pas simplement sur la question de l'ordre public, mais aussi sur la question sanitaire. Et donc aujourd'hui, nous sommes frappés par deux crises majeures, une crise liée à la pandémie. L'État est appelé, le système hospitalier, les règles que nous pouvons définir, qui vont conduire à réduire des libertés. Il faut que l'État puisse avoir une légitimité pour le faire, c'est le rôle du Parlement. Et l'État est appelé aussi à répondre à la deuxième crise, celle du terrorisme islamiste qui exige que nous soyons capables d'être dans un état de liberté, mais néanmoins dans un état qui peut agir contre ce terrorisme islamiste. Donc les fonctions de l'État apparaissent souvent dans les périodes de crise. Un État suffisamment protecteur dans la crise sanitaire, selon vous? Oui, l'État est protecteur au sens où il assure l'accès de tous aux soins. Imaginons si nous n'étions pas dans cette forme de solidarité qu'il fallait payer pour
aller à l'hôpital ou pour être soigné ou pour avoir demain le traitement contre la pandémie. Il faut se dire que, heureusement que nous avons un État, même si on peut le critiquer, même si on peut dire qu'il n'y a pas assez de lits de réanimation, même s'il n'y a pas assez de personnel. C'est pour ça que la collection... C'est aujourd'hui quelque chose qui apparaît patent. Est-ce que ça fait partie des choses que vous regrettez, oui, Monsieur le Président? Et c'est pour ça que dans ce livre, cette collection, il y a quand ça va et quand ça ne va pas. Quand ça va, c'est qu'il y a suffisamment de lits, il y a suffisamment de personnel, il y a suffisamment de recherche pour les traitements. Mais quand ça ne va pas, c'est quand justement on est devant certaines insuffisances et qu'on est obligé de procéder par exemple à un confinement. Et j'ai exercé les plus hautes fonctions dans l'État et dans la République, et donc d'une certaine manière, il y a toujours une responsabilité. Je peux dire qu'elle est moindre que pour d'autres, mais il y a toujours une responsabilité. À qui pensez-vous? Je pense que avant que je n'exerce la fonction de président, j'avais des prédécesseurs qui ont remis en cause un certain nombre de systèmes hospitaliers, de tarification qui n'ont pas donné les résultats espérés. Et j'ai moi-même maîtrisé la dépense de santé et sans doute conduit à certaines difficultés dans le fonctionnement de l'hôpital. J'en ai conscience. Donc, on ne peut pas exonérer sa propre responsabilité. Je n'ai pas voulu le faire. Et donc, dans une crise, on voit ce que l'État peut apporter. Voilà, les moyens financiers qu'il peut dégager, notamment pour l'économie, mais aussi pour le système de soins. Mais on voit aussi ses faiblesses. On voit aussi sa mauvaise organisation, parce que l'État, c'est nous, d'une certaine mesure, mais l'État ne peut pas fonctionner sans nous. Donc il faut qu'on comprenne bien qu'il ne peut y avoir d'État efficace que si nous-mêmes, nous y participons. Et on voit bien une autre faiblesse, qui est l'État central, qui pense qu'il peut tout diriger d'en haut, de Paris, alors que pour être efficace, il faut avoir des partenaires, et notamment des élus locaux. Et dans cette crise sanitaire, je pense qu'il y a eu trop de décisions du haut, qui étaient nécessaires quand on doit procéder à un confinement, et pas assez de mise en responsabilité de l'ensemble de notre tissu local. Monsieur le Président, dans la présentation de l'État aux enfants, on a l'impression que l'État est la chose du Président. Vous démentez cette version des choses. Est-ce que l'équilibre des pouvoirs, les pouvoirs et les contre-pouvoirs sont aujourd'hui en bonne santé en France? Alors je dirais d'abord que l'État, c'est ce qui va rester au-delà de ceux qui le représentent. C'est-à-dire qu'il y a une continuité de l'État. C'est ce qui doit y avoir. C'est un peu dangereux de dire ça, parce que dans ce cas-là, la continuité, elle part à Vichy, par exemple. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs ce que Vichy a essayé de jouer sur une forme de poursuite. C'était plus la République. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'État, je pris cette image, c'est un paquebot qui, bien sûr, est conduit par un capitaine ou une capitaine qui est élu, et par des institutions, le Parlement qui délibère, mais c'est un paquebot qui va avoir sa propre inertie, mais qui va rester, qui va durer au-delà des personnes qui l'ont occupé. Mais sur le plan institutionnel, vous avez raison. Je pense que nous avons aujourd'hui une nécessité de prendre des décisions, et c'est au président de la République de le faire, mais un besoin de délibération, un besoin de démocratie. Et nos institutions sont, à mon avis, perfectibles de ce point de vue. On voit que le Parlement ne joue pas tout le rôle qu'il devrait jouer. Par exemple, on voit bien en ce moment, ici au Sénat, à l'Assemblée nationale, vous discutez de l'état d'urgence sanitaire. C'est tout à fait nécessaire parce qu'il ne peut pas y avoir un confinement s'il n'y a pas une loi pour l'autoriser. Mais est-ce qu'il y a eu suffisamment de concertation avec le Parlement? Est-ce que le Parlement lui-même a eu suffisamment de débats en son sein pour, notamment dans la période qui a suivi le confinement, le premier, pour savoir quelles étaient les étapes ultérieures? Nous avons besoin d'un Parlement qui montre que la démocratie n'est pas une contrainte, n'est pas une lourdeur, mais qui est finalement un soutien à ce que l'action publique peut faire. Mais dans ce cas d'espèce, cela signifierait que c'est l'exécutif seul qui porte la responsabilité de la politique menée. C'est une bonne chose politiquement, peut-être, je ne sais pas. Non, je pense que si on veut éviter que la colère ne touche que celui ou celle qui exerce la fonction suprême, si on veut éviter que ce soit toujours vers l'exécutif que l'on se tourne, ou vers l'État, parce qu'en réalité c'est toujours vers l'État que l'on se tourne, je pense qu'il y a avantage à montrer que la décision est plus collective, qu'elle est plus partagée, que la responsabilité est commune et que ce n'est pas simplement une seule personne qui à un moment doit décider, parce que quand il faut prendre une décision aussi lourde que le confinement, ça ne peut pas se faire par
par une délibération trop longue. J'ai eu aussi à prendre ce type de choix lorsqu'il faut faire une intervention extérieure. On ne peut pas demander nécessairement une délibération au Parlement avant. Donc il faut agir vite parce qu'il y a précisément urgence. Mais il faut qu'ensuite cette décision soit accompagnée, soit partagée. Les enfants ont l'impression que le président a tous les pouvoirs. Oui. Le Premier ministre, par exemple, est-ce qu'il est important? Vous avez fait d'autres propositions dans ce sens, je crois. Je pense qu'une des difficultés de nos institutions aujourd'hui, et le quinquennat y est pour partie pour beaucoup, c'est que tout remonte au président. En tout cas, toute la responsabilité est mise sur la responsabilité du président, alors même que beaucoup de décisions sont du niveau du Premier ministre, que l'administration est concentrée au niveau du Premier ministre. Ce qui explique quelquefois qu'il y ait des malentendus entre président et Premier ministre, ou des lourdeurs. Vous pensez qu'on lèverait ces malentendus si on supprimait le Premier ministre? Je pense qu'aujourd'hui, si on voulait que l'exécutif soit beaucoup plus rapide dans ses décisions, beaucoup plus clair dans sa communication, beaucoup plus coordonné dans l'utilisation de ses moyens, oui, je pense que l'exécutif doit être unique. Et on verrait à ce moment-là que le Parlement jouerait un rôle beaucoup plus important, parce que ce serait au Parlement de voter la loi, de la contrôler, de faire une tension même quelquefois sur le budget avec le président et ses équipes. Alors qu'aujourd'hui, bon, on a... C'est pas seulement vrai du Premier ministre actuel, M. Castex, mais aujourd'hui, on sait que c'est pas lui qui détermine et conduit la politique de la nation. Et pourtant, c'est à son niveau que les arbitrages se font, beaucoup plus qu'au niveau présidentiel. L'invité que l'on n'a pas pu inviter, Monsieur le Président, avec la permission de mon rédacteur en chef, Pierre-Henri Gergonne, je voulais vous montrer ce livre. Ce sont des gens que vous et moi, nous connaissons bien. Et Charlie Hebdo publie ses 50 ans de liberté de l'expression avec énormément de caricatures, beaucoup d'articles qui témoignent d'une vraie page d'histoire de France. On n'a pas pu les inviter, notamment parce que beaucoup, malheureusement, ne sont plus là. Et je voulais vous offrir ce livre, vous demander ce que Charlie Hebdo symbolise aujourd'hui pour vous. D'abord, Charlie Hebdo, ou Harakiri, qui avait été son prédécesseur, c'était l'impertinence. À un moment où le pouvoir présidentiel, c'était celui du général de Gaulle. J'étais enfant à cette époque. Et d'avoir des caricatures du général, souvent féroces, montrait que la France, même si elle était contrôlée au niveau de l'information télévisée, était libre au niveau de l'impertinence que pouvaient avoir des dessinateurs ou des journalistes. Et on l'a vu, de tous les présidents de la République, aucun n'a été épargné par Charlie Hebdo. Moi-même... Vous n'avez pas été épargné. Je ne l'ai pas été. Et c'est ce qu'il faut dire à tous ceux qui, à un moment, sont choqués par une caricature, compris en disant on s'en prend aux prophètes, on s'en prend au Vatican, on s'en prend à des églises. Mais Charlie, ça s'est d'abord manifesté en s'en prenant à l'État, au pouvoir, aux puissants, aux chefs de l'État en particulier. Avant, il existait même un délit qui s'appelait offense à l'égard du chef de l'État. Ça n'existe plus. Donc, il faut comprendre que c'est ce mouvement-là, cette liberté-là. Le chef de l'État symbolise un pays, et donc lorsqu'on offense, je ne sais pas, par exemple, le président turc, Erdogan, n'est-ce pas une manière d'offenser le peuple turc ? Non, mais est-ce que quand on fait une caricature du président, par exemple quand moi-même j'étais chef de l'État, est-ce que c'était une offense au peuple français? Non. Le peuple français pouvait sourire, pouvait trouver que ça allait trop loin, pouvait penser que c'était au contraire tout à fait pertinent de mener cette critique à travers une caricature. Ce qu'il faut expliquer au président Erdogan, mais c'est pas le prophète qui a été mis en cause là dans une caricature de Charlie, c'est lui en tant que président turc, comme ça pourrait être un président d'un autre pays. Et donc, il faut accepter cette liberté d'expression. Et c'est quand il n'y a plus de liberté d'expression que là, on pourrait s'inquiéter de ce qui se passe en Turquie. Monsieur le Président, il y a un grand sociologue, Max Weber, qui distingue deux responsabilités du politique. Une responsabilité qui impose des convictions et l'autre une responsabilité. Alors on peut être du point de vue des convictions pour la laïcité et considérer en responsabilité que les conditions sociétales ne sont pas réunies pour que cette laïcité soit comprise de tous. Est-ce que du coup pour la paix civile il ne faut pas abdiquer une part
des revendications laïques? L'État, et ceux qui en ont la charge, doit être respectueux. Respectueux des citoyens, respectueux des convictions, respectueux des croyances. Ça fait partie d'ailleurs des Qu'est-ce règles. que ça veut dire? Oui, L'État doit être respectueux. Parce que lorsqu'un président de la République dit la caricature fait partie. Oui, je vais y venir. L'État, il doit être respectueux, c'est-à-dire qu'il n'a à offenser personne. Il a à accueillir toutes les convictions. C'est son devoir de neutralité. Et d'ailleurs, quand un enseignant fait un travail pédagogique avec ses élèves, y compris sur une caricature, c'est pour expliquer ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. La haine n'a pas sa place dans la liberté d'expression. La liberté d'expression a une limite. Et quand Emmanuel Macron a dit, voilà, nous continuerons à publier des caricatures, c'est pas l'État qui va publier des caricatures. C'est pas le journal officiel qui émet des caricatures. C'est qu'en France, il y aura toujours des caricatures et une liberté d'expression. Et ce que le président Erdogan a essayé de tirer comme fil, c'est de dire, vous voyez, c'est l'État français qui fait office de publier des caricatures. Non, ça c'est peut-être en Turquie, mais pas en France. En France, ce sont des journalistes indépendants, c'est une presse, Charlie Hebdo en étude, il y en a beaucoup d'autres, qui publient les articles qu'ils veulent et les dessins qu'ils considèrent comme pertinents et justes, à condition, parce qu'il y a quand même une condition, c'est qu'il n'y ait jamais de haine. Et quand il y a une haine, eh bien ça tombe sous le coup de la loi. Monsieur le Président, il y a beaucoup d'autres choses que vous présentez à la jeunesse pour la modernité de l'État, notamment l'écologie. Et vous dites, l'écologie, cela conduit à la sobriété, mais il faut continuer à consommer parce que la consommation, c'est important pour l'économie. Est-ce que une gauche véritable, aujourd'hui, ne devrait pas en faire moins justement pour la consommation? Il y a beaucoup de nos concitoyens qui voudraient consommer, qui ne le peuvent pas, qui voudraient accéder à des biens, à des services, pas simplement la consommation alimentaire, mais la consommation de loisirs, consommation de biens culturels. Le niveau de consommation n'est pas un niveau d'appropriation du patrimoine naturel, n'est pas un niveau de destruction. La consommation, ça fait partie. Donc, on peut consommer plus durablement. On peut acheter des produits qui ont une qualité qui vont permettre d'être utilisés longtemps. Mais d'être contre la consommation en tant que telle, je ne parle pas de l'abus de consommation, mais ça me paraît être une position qui n'est pas la mienne. Ensuite, sur l'écologie, dans ce livre sur l'État, ce qui moi, m'a paru utile à transmettre aux jeunes, c'est que l'État, il évolue selon les besoins de la société. Je disais, au milieu du 19e siècle, le premier devoir de l'État, outre la sécurité, c'était d'assurer l'éducation des enfants. C'est Jules Ferry, l'école de la République, et ça s'est poursuivi. Après, au milieu du XXe siècle, une autre fonction de l'État est apparue, qui est une fonction de solidarité. C'est là que se crée la sécurité sociale. Ça correspond à des besoins et aussi des revendications d'une société. Puis après, au lendemain de la guerre, c'est l'État qui prend en charge l'économie, avec des entreprises publiques, avec de l'investissement. Après, ça évolue. Il y a des privatisations, il y a une acceptation du marché, mais il y a aussi encore un secteur public. Puis après, l'État, il est interpellé par la question écologique et environnementale. Il y a 30 ans, cette question-là ne figurait pas dans la préparation des concours administratifs ou dans la formation des énarques. Bon, aujourd'hui, l'environnement est partout et c'est une nécessité. Et donc l'État a cette fonction-là d'assurer la protection de la planète. Et demain, la génération qui lit ce livre, qui aura à diriger l'État, ou en tout cas à contrôler l'État, parce que l'État, c'est eux, c'est pour ça que ça s'appelle leur État, eh bien, cet État devra s'adapter à ce que demandent, aux aspirations d'une société. Monsieur le Président, il y a des biens particuliers, les biens culturel, le terme est assez laid, notamment les livres qui nous sont chers. Et il y a dans cette crise sanitaire une menace qui rôde. Est-ce qu'il faudrait que les librairies demeurent ouvertes, peut-être les bibliothèques? Qu'en pensez-vous? Oui, on va laisser ouvertes les alimentations, petites ou grandes. Eh bien, la culture, c'est aussi une forme de nourriture spirituelle, pour rester sur des images. Et je lance un appel là, à votre émission, puisque je sais que vous êtes très attachés, tous ceux qui nous écoutent, à la culture. Nous avons besoin de la culture en ce moment.
justement par rapport aux crises. Nous avons besoin de la lecture, nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de nous évader aussi, nous avons besoin que notre imagination soit stimulée. Donc, laissons ouvertes les librairies, laissons ouvertes les bibliothèques, prenons toutes les précautions sanitaires, mais nous avons besoin de cette fonction-là, c'est-à-dire de ce besoin que la société réclame, c'est-à-dire de s'évader. Vous-même, qu'avez-vous prévu de lire? Parce que je crains que vous ayez du temps avec le confinement qui s'annonce, Monsieur le Président. Oui, c'est pour ça que si les libraires étaient ouverts, j'irais très régulièrement voir ce qui sort. Vous avez peut-être déjà fait j'ai vos déjà courses. pris mes précautions. J'ai pas encore terminé le livre de Carrère. Yoga, voilà. Chez POL. Voilà. J'ai encore une biographie de Bloom qui m'est arrivée là. J'ai envie d'y revenir. Et puis, la librairie, c'est aussi fait pour feuilleter. C'est aussi pour prendre un livre qu'on n'avait pas prévu de lire. Donc voilà, je vais constituer mon stock. Mais vraiment, si on veut aussi éviter que ce réseau des libraires, qui est très précieux en France, ne disparaisse au profit de grands groupes de l'Amazon, parlons franchement, nous devons laisser ouvertes les librairies. Et les bibliothèques également. Et les bibliothèques, oui, parce que c'est un service à la population, ceux qui n'ont pas les parmi moyens. Les services publics, celui-ci essentiel, et notamment pour les jeunes. Et donc ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un livre peuvent trouver, y compris tout ce qui va pouvoir stimuler leur imagination et leur confiance. Parce que le livre, c'est quand même de penser à l'avenir. On peut avoir des livres de nostalgie. Des livres d'histoire ne sont jamais des livres de nostalgie. C'est des livres finalement qui anticipent sur ce que nous devons faire. Donc lisez. Je vous propose, Monsieur le Président, de retrouver Marie-Pierre Bourgeois. Et voilà d'autres livres pour enrichir vos réflexions autour de l'esprit républicain. À commencer par L'envers du décor de Jean-Pierre Jouyet, qui se classe 15e des meilleures ventes dans le classement de l'Express. Celui qui a servi Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, auquel il a soufflé le nom d'un certain Emmanuel Macron, publie ses mémoires. Ce serviteur de l'État dresse un portrait ravageur de la haute fonction publique. Écoutez. Le haut fonctionnaire que je suis n'aurait jamais imaginé que l'État était vermoulu à ce point. Il apparaissait pérenne, indestructible. Il a pourtant suffi de quelques coups de pioche pour faire s'écrouler ce colosse aux pieds d'argile. On a voulu construire le nouveau monde avec une monarchie d'ancien régime. Autre livre en pointe cette semaine, c'est celui de Michel Houellebecq, avec Intervention 2020, qui se classe 6e des meilleures ventes. Pas de prix Nobel de littérature pour l'auteur, il aurait bien aimé. Mais cette année, un nouvel ouvrage pour lui, avec des textes qui racontent pêle-mêle le rapport à l'autorité, aux religions et à la politique française. Il réussit la prouesse de faire la couverture des Arocs et de Valeurs actuelles. Écoutez ce passage. Minés par la lâche hantise du politiquement correct, les Occidentaux contemporains ne parviennent plus à être des lecteurs. À plus forte raison, ils ne peuvent jouer ce rôle face à notre être. Et chacun continue, mu par une nostalgie douloureuse, à demander à l'autre ce qu'il ne peut plus être. Bien entendu, chacun échoue et la solitude est atroce. Enfin, l'un des autres grands succès de la semaine, c'est celui de Laurent Oberton avec Éloge de la force, qui se classe 20e des meilleures ventes. L'auteur s'était fait remarquer il y a quelques années avec une chronique de l'ultra-violence intitulée « La France orange mécanique ». Dans Éloge de la force, il donne un mode d'emploi pour reprendre le contrôle de sa vie et tenter de renverser l'histoire. Comment tuer une civilisation? Il suffit d'inventer la sécu. Réduire le besoin d'épargner, de prévoir, de travailler, d'être adulte et responsable. Tout animal placé dans une situation de dépendance perd peu à peu ses aptitudes physiques et mentales. Il ne peut bientôt plus survivre à la liberté. Voilà bien de quoi méditer pour cette semaine. Bonne lecture. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. L'or État, c'est la manière que vous avez choisi d'expliquer aux jeunes et aux moins jeunes cet État qui vous est cher, et c'est illustré par Laure Montloubou. Et puis, je vous l'ai promis, vous allez repartir avec 50 ans de liberté d'expression par Charlie Hebdo, et c'est aux éditions Les Échappés. Merci de votre fidélité. À bientôt sur Public Sénat.
Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.